Bonjour Hugues Moutou. Bonjour Sonia Mabrouk. Bienvenue à la grande interview sur CNews et Europe 1. Nos téléspectateurs et auditeurs, Monsieur Moutou, connaissent le franc-parler du préfet des Alpes-Maritimes. Vous êtes resté en poste près d'1 an et demi dans cette région. Vous avez été également en poste dans l'Hérault et vous êtes désormais au cabinet de Bruno Retailleau en tant que secrétaire général. Pas le cabinet, secrétaire général du ministère de l'Intérieur. Merci pour la correction, elle est importante. Vous êtes en tous les cas l'un des hommes forts de la place Beauvau et merci d'avoir accepté cette Merci de cette invitation. Monsieur Moutou, le ministre de l'Intérieur a présenté hier, et vous étiez également présent, les contours de son plan de bataille contre les frères musulmans dont le dessein est de faire basculer la France sous le joug de la charia, a-t-il dit. Est-ce qu'il est selon vous minuit moins une face à la menace? Et s'il n'y a pas le sursaut espéré, quel est le risque? Moi, je crois qu'il faut être pessimiste par raison et optimiste par volonté. Donc, il est minuit moins une et ce rapport est un rapport fondateur. Il dit quoi? Il parle de l'entrisme des frères musulmans, il parle du fondateur, Hassan al-Banna, qui dit quoi? Il dit que son projet, c'est l'islamisation progressive des sociétés par l'éducation, la prédication et l'œuvre sociale. C'est donc une démarche subversive qui vise tout simplement à renverser l'ordre politique et l'ordre social de l'intérieur. Alors, c'est un peu différent de la démarche des djihadistes qui veulent la conquête par la violence et la terreur. Les frères musulmans, c'est de l'entrisme. On pénètre à l'intérieur des institutions, un peu comme un ver, pour grignoter notre pacte social et républicain. Entrisme, grignotage. Monsieur Moutou, après tant d'années de compromission, d'accommodement, certains disent de soumission, est-ce que vous pensez, et j'imagine que puisque vous avez parlé d'optimisme, vous direz que la guerre peut être encore gagnée, mais ici même hier à votre place, Thibault de Montbrial, spécialiste de sécurité, a dit c'est eux ou c'est nous. Nous en sommes là aujourd'hui ? Oui, ça fait déjà depuis quelques décennies. Moi, j'aime bien les comparaisons historiques. Pour donner à vos téléspectateurs et vos auditeurs une idée assez précise de ce qui est en train de se passer depuis quelques années, c'est un peu un climat de guerre froide. On a deux blocs idéologiques qui s'opposent, deux visions du monde totalement antagonistes qui s'opposent. Et je crois que dans cette guerre idéologique, et pas que idéologique, parce qu'elle est multidimensionnelle, elle est militaire, on intervient sur les théâtres d'opérations extérieures, on lutte à l'intérieur contre le terrorisme, mais également la guerre est culturelle, c'est une guerre des idées. Et la France, dans ce conflit, dans cette lutte, a un rôle particulier à jouer parce que nous sommes la patrie de l'esprit critique, des Lumières et des droits de l'homme. Donc je pense que nous sommes en première ligne et c'est pour ça que nous sommes attaqués et que la France a payé un lourd tribut au terrorisme islamiste. On comprend bien l'ampleur du défi, nous sommes dans une guerre. Est-ce que nous avons les armes suffisantes, qu'elles soient militaires, qu'elles soient idéologiques, qu'elles soient dans l'esprit et dans les têtes ou bien même dans nos lois, Monsieur Moutou? Est-ce que nous sommes suffisamment armés culturellement, idéologiquement? Et je parle au professeur de droit que vous avez été, professeur de liberté publique. Est-ce que notre état de droit suffit à mener cette guerre ? Je crois qu'on a déjà beaucoup d'outils à notre disposition. Hier, j'étais aux côtés du ministre d'État, ministre de l'Intérieur dans les Hauts-de-Seine pour participer à une cellule départementale de lutte contre l'islamisme et la radicalisation. Et le ministre a rappelé qu'il fallait déjà qu'on s'organise un peu mieux. Ce qu'il a fait pour le narcotrafic, avec un état-major, ce qui a été fait il y a quelques années pour la lutte contre le terrorisme, on doit le faire pour la lutte contre le séparatisme et l'entrisme. Donc l'État, l'administration doit s'organiser. S'organiser avec un chef de file clair, c'est le renseignement territorial, avec le ministère de l'Intérieur qui va finalement donner à la disposition des préfets, tous les fonctionnaires sur le territoire national, des outils juridiques pour faire de l'entrave, pour faire du harcèlement administratif et combattre pied à pied ceux qui cherchent, par le biais du réseau associatif, à conquérir les âmes et les cœurs de nos compatriotes musulmans. Vous avez vu les choses évoluer sur le terrain. Hugues Moutou, on poursuit notre entretien sur CNews et Europe 1. Vous êtes à la fois un homme de réflexion et un homme de terrain, je dis, parce qu'il y a quelque temps, sur le voile intégral, puisque nous parlons d'une bataille culturelle, vous aviez alerté, c'était dans les rues de Montpellier, vous aviez clairement fait un rappel à la loi. Et concernant le voile de manière générale, est-ce que vous pensez, monsieur le préfet, qu'une interdiction est possible, est souhaitable et même pertinente dans cette bataille culturelle que nous devons mener ?
Je me méfie des solutions les plus simples qui sont rarement les meilleures. Je ne suis pas, pour ma part, pour une interdiction générale et absolue. Et c'est ce qui nous distingue finalement du camp d'en face. Moi, je pense qu'on a des outils. Aujourd'hui, on a des textes de loi qui nous permettent d'interdire le port du voile intégral dissimulant le visage sur la voie publique. Il faut faire respecter ce texte. On a un texte, la loi de 2004, qui nous permet d'interdire le port de vêtements religieux ostensibles, qui participent à une démarche prosélyte à l'école. C'est pour cela qu'on interdit les abayas, par exemple. Je crois que dans certains domaines très particuliers, on a la possibilité d'agir. Le port du voile dans le sport, le ministre le rappelait d'ailleurs hier, c'est contraire à la charte olympique, l'article 50 de la charte. Pas de prosélytisme, pas de propagande politique dans le monde du sport. Donc je pense que moi, vous savez, je suis un fonctionnaire, donc je suis un pragmatique. Je ne vais pas me lancer dans des grands discours. Je crois qu'il faut définir des cibles et puis le droit doit pouvoir s'imposer. Et, voilà. Donc interdisons déjà le voile intégral à chaque fois que l'on observe une femme en burqa dans la rue. Interdisons systématiquement le port des abayas à l'école et essayons d'interdire le port du voile dans les compétitions sportives déjà. Qu'est-ce qui a changé sur le terrain, Hugues Moutou? Vous avez été dans les Alpes-Maritimes, dans l'Hérault, en Drôme. Vous avez cette capacité de voir sur la carte de France une évolution sur différentes années et dans différents territoires. Quel a été le point de bascule? Est-ce que vous identifiez un moment où vous vous dites là, attention, je sonne l'alerte, on est peut-être en train de perdre cette bataille? Moi, ce qui me frappe, c'est que pendant très très longtemps, l'islamisme est passé par les salles de prière. On a parlé de l'islam des caves. Aujourd'hui, l'islamisme, ce sont des lieux d'endoctrinement. C'est-à-dire, ce sont les accueils collectifs de mineurs, ce sont les librairies islamistes. Ce sont des Vous avez été lieux, en bataille, en absolument, lutte contre une librairie islamiste. Oui, tout à fait. Où vous avez réussi à faire fermer, monsieur le... Je l'ai fermé et j'ai été censuré par le tribunal administratif au motif que les ouvrages en question que je ciblais dans mon arrêté d'interdiction, qui prenaient l'homicide des homosexuels et la correction des femmes insoumises, pouvaient se retrouver sur des sites d'achat en ligne. Voilà la motivation, donc je m'incline naturellement, je suis très respectueux de notre état de droit et de la justice, mais on a un vrai sujet. Aujourd'hui, les islamistes colonisent le système associatif, endoctrinent des jeunes. Moi, je vais vous dire franchement, ce qui m'inquiète, c'est qu'on ait des dizaines de milliers de gamins dans notre pays et qui apprennent le Coran dans des madrasas. Et je me demande toujours quels citoyens seront-ils demain. Voilà. Vous avez la réponse en posant la question ? Voilà pourquoi on agit et voilà pourquoi on ferme beaucoup de ces accueils collectifs où on endoctrine et où on inculque des valeurs qui sont contraires aux valeurs de la République. Cela étant, moi, ce qui me choque, si vous voulez, c'est qu'on puisse... Le vrai amalgame qui est dangereux pour moi, pour la République, c'est celui d'assimiler un musulman à un islamiste et de dire que parce qu'on est musulman, on soutient automatiquement l'islamisme politique. Ce n'est pas vrai. Fort heureusement, la plupart de nos compatriotes musulmans pratiquent leur foi dans le respect des valeurs de notre République. Si cet amalgame était fait, quel serait le risque ? Le risque, naturellement, c'est de renvoyer deux ados de France. Et je pense que c'est surtout pas notre volonté. Et je pense qu'il y a une responsabilité politique pour ceux qui tiennent ce genre de discours. Et le ministre de l'Intérieur a été très clair sur extrêmement ce sujet clair, extrêmement hier. Clair. Hugues Moutou, il y a cette menace existentielle, celle des frères musulmans, de l'islamisme. Et il y a aussi peut-être une menace qui est liée, celle des narcotrafiquants. Là encore, monsieur le préfet, vous avez vu les choses évoluer sur le terrain, y compris l'implantation qui s'enquiste, qui s'enracine de la DZ Mafia. Par exemple, dans une ville comme Montpellier ? Oui, ce qui est intéressant quand on est préfet, on reste 2 ans, 3 ans sur le territoire et en l'espace de cette courte durée, on peut voir évoluer les choses. Moi, j'ai vu sur mes postes évoluer considérablement le narcotrafic en peu de temps. Voilà pourquoi d'ailleurs le rapport de la commission d'enquête parlementaire sénatoriale sur le narcotrafic est un acte fondateur, comme le rapport sur l'entrisme. Je pense que ça remet les pendules à l'heure et on ne pourra pas dire « je ne savais pas ». On l'espère pour toute la classe politique, point d'interrogation. Écoutez, je renvoie chacun ses responsabilités, mais sur le narcotrafic, c'est vrai que ça fait partie de ce que je qualifierais de criminalité subversive qui, en fait, peut renverser nos institutions
et mettre en cause la stabilité de nos institutions démocratiques. Renverser nos institutions. Oui, bien sûr. On voit pour aller vers un narco-État. C'est ce qui se passe effectivement en Amérique latine. On voit que des pays voisins, la Belgique, les Pays-Bas, sont confrontés à une mafia très intrusive et où la corruption active des institutions met en péril le fonctionnement de la démocratie. Donc je pense que on s'est réveillé. On attend la loi narcotrafic qui va permettre à nos enquêteurs, à nos magistrats spécialisés de mieux lutter avec des réponses plus appropriées. Très franchement, le péril du narcotrafic est le même que le péril de la mafia pour nos voisins italiens. Donc on s'est réveillé et maintenant il faut se retrousser les manches et agir. Un exemple concret, le quartier des Moulins, comme d'autres, connaît un grand nombre de violences. À Nice. Le quartier des Moulins. Effectivement, à Nice, vous connaissez évidemment cette ville et cette région. On a appris hier qu'un homme avait été retrouvé égorgé en pleine rue. À chaque fois, monsieur Moutou, on se dit, mais quelle est l'étape d'après ? On dit on a dépassé un cran, mais... On est dans une dynamique de barbarie, d'ensauvagement, et c'est vrai qu'on se sent parfois impuissant devant le mal. Moi, je pense qu'il faut aussi être en capacité de reconnaître le mal quand il est en face de nous. Pourtant, on a des dizaines de milliers de policiers et de gendarmes qui, sur le terrain, œuvrent jour et nuit pour la protection de nos concitoyens. Et puis en face, on a cette poignée assez nombreuse, en vérité, cette poignée de délinquants, de narcotrafiquants qui ont tendance aujourd'hui à sombrer dans l'ultra-violence. On a des enlèvements, des séquestrations, des actes de torture. Que vous ne connaissiez pas il y a quelques années. C'est vrai, il y a une évolution en peu de temps. Et puis la traite des êtres humains. Moi, j'insiste parce que vous parlez du quartier des Moulins. Les Moulins, ce sont essentiellement des étrangers en situation irrégulière et des jeunes mineurs isolés qui sont utilisés comme de la main-d'œuvre. Mais une fois interpellés... C'est de la traite d'êtres humains. Moi, je vous le dis franchement, on a un détournement, tout le monde le sait, de la Convention internationale des droits de l'enfant. On ne peut pas éloigner du territoire des mineurs isolés, mais quel est l'intérêt primordial de l'enfant ? Moi, je vais vous le dire, l'intérêt primordial de l'enfant, c'est de ne pas être séparé de sa famille. Et je pense que les pays d'origine de ces mineurs isolés doivent tout faire pour reprendre ces mineurs et les réintroduire dans sa famille. Mieux vaut être, à mon avis, en Côte d'Ivoire, au Gabon, quand on est un jeune mineur, que dans les mains de réseaux criminels qui les utilisent comme chauffeurs ou comme charbonneurs sur des points de deal. Quel est l'avenir d'un mineur qui drogue, qui deal ? C'est soit la prison, soit le cimetière. Il n'y a pas d'autre issue pour lui. On entend votre parole claire, Hugues Moutou. Je rappelle que vous êtes secrétaire général du ministère de l'Intérieur. L'ancien directeur de la DGSE, que vous connaissez probablement, Pierre Brochand, a affirmé il y a quelque temps que l'idéologie qui domine, je cite, depuis un siècle, centrée sur l'individualisme et les droits universels, a affaibli la capacité de l'État à défendre son territoire et sa population. Il dénonce, Pierre Brochand, je cite, une soumission volontaire au principe de la mondialisation. Les élites, aveuglées par leur idéalisme, ont renoncé à protéger la collectivité. Il est lucide, ce constat. Vous partagez ce diagnostic plus largement. Je ne vous demande pas une analyse politique. Je sais que vous êtes soumis à un devoir de réserve. Bien sûr, je vais le dire avec mes mots. Moi, je pense que la France est grande par sa nation, par la nation française. Elle est grande par l'État. Et je pense que le peuple français, la nation française ont encore un avenir dans le monde. Diriez-vous que le pronostic vital de la France est engagé, compte tenu des défis dont nous venons de parler ? Oui, mais nous avons un service d'urgentistes à toute épreuve, avec des femmes et des hommes, notamment au ministère de l'Intérieur, sous la direction du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, très engagés et très déterminés à ne rien lâcher et à poursuivre notre tâche. Très franchement, on a les moyens, on a la volonté. Je suis quand même résolument optimiste pour notre pays. On va conclure, Monsieur Moutou. Je vais rappeler, préfet dans les Alpes-Maritimes, dans l'Hérault, en Drôme, secrétaire général du ministère de l'Intérieur. On vous a entendu, votre expérience, votre parole de terrain, à la fois dans la lutte contre l'islamisme, les narcotrafics, et puis toute cette... C'est votre mot, c'est le ministre de l'Intérieur qui a parlé de fabrique des barbares. Le fonctionnaire que vous êtes aujourd'hui, qui a vu tout cela, qu'est-ce qui se dit ? Qu'est-ce qui se dit justement pour qu'on y arrive, pour qu'on résiste, pour qu'on mène ces batailles ? Que rien n'est pire que le désordre et l'anomie, et que la vulnérabilité, le manque d'intégration n'excuse pas tout. Ce n'est pas parce qu'on est en situation de précarité
qu'on est mal intégré dans la société française, qu'on doit casser des voitures, qu'on doit servir de machette. Il faut en revenir à des principes clairs, simples, de responsabilité personnelle. Je pense qu'on a trop cherché pendant longtemps à déresponsabiliser, à déculpabiliser les individus. On doit assumer la responsabilité de ses actes et en répondre. Merci Hugues Moutou, merci de votre confiance et d'avoir accepté cet Merci entretien. Sonia, bonne journée à vous. Merci beaucoup.